Les amis, très content de vous retrouver cette semaine et dans cette vidéo, je vous propose qu'on essaie de percer à jour tout ce que nous cache notre petit monde de la F1. Et pour ça, on va s'intéresser à ceux qui réussissent. Qu'est-ce qui différencie une bonne équipe d'une moins bonne? Qu'est-ce qui joue un rôle crucial dans le succès? Et quels sont les facteurs à prendre en compte pour y parvenir? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. On va découvrir ensemble tous les trucs et astuces qui font la différence, les secrets de la performance en Formule 1. C'est parti. Et on va commencer par le commencement, j'ai envie de vous dire, puisque vous serez d'accord avec moi, je pense, pas de performance si pas de bonne voiture. Et dans cette catégorie, il y a 3 grands critères à prendre en compte. Tout d'abord, l'aérodynamique. Aujourd'hui, les F1, elles sont bien plus complexes qu'à la création du championnat en 1950. C'est d'ailleurs quand même assez marquant quand on compare une F1 moderne avec une de l'époque qui paraît presque ridicule à côté. Pourtant que ce soit il y a 74 ans ou aujourd'hui, les Formule 1 elles ont toujours été à la pointe de la technologie et c'est grâce à tout le travail des ingénieurs et leurs découvertes qu'ont amené pas mal d'innovations, que ce soit les plus basiques comme la création des ailerons eux-mêmes, comme les plus avancées avec des pièces aéro assez complexes comme les bargeboards, les ailettes près des rétroviseurs ou tout simplement le DRS qui est déjà un sacré bijou de technologie en soi. Mais justement, la conception de ces voitures, elle est cruciale et elle peut avoir un impact énorme sur la performance et c'est aussi un choix des ingénieurs et un parti pris qu'est choisi dès la création de la monoplace. Et on a eu cette saison des F1 assez différentes sur le sujet, avec par exemple chez Williams une voiture qui avait peu de grippe aéro, mais qui avait à l'inverse une vitesse de pointe très élevée, qui a aidé notamment Albon à Montréal et surtout dans les lignes droites de Monza pour contrer ses adversaires directs et marquer des points. A l'inverse chez McLaren, la MCL60 elle développait pas mal de grippe, bien utile d'ailleurs sur des tracés comme Budapest, puisqu'on se souvient, Norris avait fini 2ème, mais qui posait par contre plus de soucis sur des tracés rapides comme Las Vegas, où on se souvient, aucune des deux voitures n'avait franchi le cap de la Q1 en qualif. Alors l'objectif c'est toujours le même, et d'ailleurs Red Bull s'en est plus que rapproché cette saison, c'est de trouver le meilleur compromis grippe et vitesse, en réduisant au maximum la traînée en ligne droite, tout en maximisant l'appui en virage, mais malheureusement, pas toutes les équipes sont capables de le faire. Et de leur côté, les moteurs jouent aussi un rôle très important dans la balance, et à ce jeu-là, ils sont pas tous égaux. En 2023, il y avait une hiérarchie globale qui s'était plus ou moins dessinée, avec le moteur Ferrari comme étant le plus puissant, suivi du Honda et du Mercedes qui s'équivalaient plus ou moins, et enfin, le moteur Renault des Alpines qui fermait à la marche, avec aussi, pour chacun, des courbes de performance qui leur étaient propres. Alors les chiffres exacts sur les unités de puissance, ils avaient évidemment pas été communiqués, mais c'est en tout cas la tendance qui ressortait des données GPS. Et enfin, dernier aspect au sujet de la conception, c'est évidemment l'utilisation des matériaux, qui ont joué aussi un rôle sur le poids. D'ailleurs, vous l'avez peut-être constaté, parce que tout au long de la saison, on a pu en parler, les équipes avaient laissé de plus en plus de place au carbone brut, et ce pour une bonne raison, c'est que la peinture en F1, c'est du poids, et le poids, c'est tout simplement l'ennemi numéro 1 de la performance. Et dans cette partie, en premier lieu, on va parler des pit stops. Alors dans un peloton aussi resserré que la grille de 2023, clairement, c'est un paramètre qu'il faut pas prendre à la légère. D'ailleurs, cette année, figurez-vous que McLaren a battu un nouveau record, 1 seconde 8 d'arrêt au Qatar, c'était avec Lando Norris. Et face finalement à un arrêt moyen de 3 secondes, ça peut facilement coûter en piste une place ou deux, et ça change du coup toute la philosophie de la course, surtout si après c'est pour rester 30 tours derrière la voiture qui est devant. Mais il y a évidemment pas que le temps qui rentre en ligne de compte, mais là je vous apprends rien, le choix des pneus et le moment pour stopper, il est aussi super important. Et d'ailleurs Red Bull cette saison a malgré tout pas toujours eu la tâche facile quand on y pense, parce qu'il fallait quand même faire aussi en fonction de la météo, comme par exemple à Zandvoort. À ce propos d'ailleurs, pour ce qui est de la stratégie, ils ont pu aussi compter sur une sacrée pointure, Anna Schmidt, qui est l'ingénieure en chef de la stratégie de l'équipe depuis 2021 et qui est clairement une référence. Anna, elle doit à chaque course prévoir les scénarios et anticiper par rapport à ce qui se passe en piste. Elle est évidemment aidée pour ça de la télémétrie et des données aussi de ses collègues ingénieurs. Alors même si Ferrari a par exemple bien progressé là-dessus cette saison, souvenez-vous que l'an passé ça avait déclenché pas mal de sueur froide à Leclerc notamment, souvenez-vous de Monaco où il a peut-être d'ailleurs perdu la victoire en 2022 à cause de ça. Donc clairement, c'est aussi un facteur qui peut faire basculer toute une course. Alors côté pilote, ça peut paraître simple et évident, mais les compétences et l'adaptation, c'est un peu les maîtres mots. Si chacun des 20 qui sont sur la grille sont capables de bien conduire, ça on le sait, il faut surtout réussir à s'adapter à chaque monoplace, et c'est pas facile, d'autant plus que derrière ça peut faire aussi boule de neige, puisque ça conditionne la confiance, mais aussi la prise de risque.
Ricciardo, Albon ou encore Gasly, ils en ont d'ailleurs déjà fait les frais par le passé. Et d'ailleurs, pour être pilote maintenant, il suffit plus juste de conduire, et ça c'était peut-être bon il y a encore 50 ans et encore. Alors aujourd'hui, c'est finalement presque comme un ingénieur à part entière, à devoir gérer tous les boutons, les systèmes électroniques, les pneus et aussi les freins, donc ça fait quand même pas mal de choses. Et à côté de ça, les retours techniques ils doivent être tellement précis et subtils pour les corréler avec la télémétrie, qu'on est presque finalement plus tellement dans le pilotage à l'instinct d'il y a 30 ou 40 ans. Alors heureusement, quand même, les pilotes ont toujours leur mot à dire. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est au moment des arrêts au stand, où finalement le feeling sur les gommes, il peut amener de temps en temps le team à anticiper ou à retarder un arrêt quand le moment se présente. Et je dois vous dire que c'est d'ailleurs, selon moi, peut-être ce qui différencie encore les bons des très bons, ceux qui sont capables de s'en sortir dans presque toutes les situations et d'être toujours pile au bon endroit au bon moment. Et ça, il faut pas se le cacher, c'est aussi un travail qui se fait bien en amont de la course et dès les entraînements sportifs. C'est à ce moment-là finalement que les pilotes se conditionnent pour parfaire leurs conditions physiques, pour gérer les phases de stress, améliorer leur concentration, tester les réflexes, pour améliorer la réactivité, le tout aussi pour performer au plus haut niveau, et chacun travaille aussi à sa manière, et à ce jeu-là, certains, faut pas se leurrer, sont peut-être plus assidus que certains autres. Alors l'enjeu des ressources et des investissements, en cette période de budget capé, il est peut-être un peu moins prépondérant, mais faut pas oublier que l'avantage acquis par le passé, il a aussi son importance et inversement. Par exemple, chez Williams, d'après James Walls, on a près de 20 ans de retard par rapport aux grandes équipes, et ça, ça va être plus difficile à combler. La F1 a d'ailleurs validé l'attribution d'une somme pour aider les teams en retard, dont fait partie l'équipe de Grove, comme d'ailleurs Sauber, Haas et AlphaTauri, un petit bonus de 20 millions de dollars qui peut pas faire de mal, même s'il en faudrait 7 ou 8 fois plus pour combler le déficit. Mais en tout cas, le bénéfice des usines des grands teams, il est de toute façon indéniable, et on peut faire le lien d'ailleurs avec la phase de conception, puisqu'une soufflerie plus performante, c'est aussi un gain de temps, et surtout une meilleure fiabilisation des données pour ensuite les corréler sur la piste, sans parler des innovations technologiques qui sont sûrement bien plus faciles dans une usine dernier cri. Et puis dernier paramètre, et non des moindres, il y a les ressources techniques, mais il y a aussi les ressources humaines. La collaboration entre les ingénieurs, les mécaniciens, les stratèges de course et les pilotes, elle est essentielle aussi pour développer des stratégies qui sont gagnantes. Les débriefings sont aussi cruciaux pour mettre à plat tout ce qui a pu être constaté au volant par les pilotes, et en même temps, côté ingénieur, tout ce qui a pu être relevé aussi sur la télémétrie. La communication, elle est donc ultra importante pour résoudre les problèmes techniques et maximiser le résultat global de l'équipe, et l'alchimie et la synergie, c'est sûrement la petite cerise sur le gâteau qui vient aussi sublimer la performance. Et vous, tiens les amis d'ailleurs, selon vous, quel est le meilleur secret et le plus important pour la performance en F1 ? Je vous attends en commentaire, dites-moi tout. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo de décryptage, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas d'ailleurs, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, je compte sur vous. Vous pourrez en plus découvrir comme ça d'autres contenus, et c'est aussi le meilleur moyen de me soutenir. Nous on se retrouve en tout cas très vite, alors d'ici là, prenez soin de vous, et à très vite sur la chaîne, à bientôt.